Partez pas, il y a maintenant les présentations pour les prix de thèse. Comment tu enlèves ça? Donc on va accueillir Benoît Araguin. Qui va donc nous parler de l'analyse structurelle et fonctionnelle de la réplication et de la transcription des Bunia virales. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai préparé un petit texte parce que, bon, en vrai, je suis un peu stressé de parler devant 500 personnes. Et j'ai pas vraiment non plus eu le temps de répéter parce que hier, j'étais au bar. Donc, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ces journées, ainsi que le comité de sélection pour la remise de ce prix qui porte sur la recherche fondamentale et qui vise les virus émergents. Donc initialement, quand j'ai reçu le mail comme quoi j'étais sélectionné, évidemment, j'étais ravi. Et pour tout vous dire, ma grand-mère en a même pleuré au téléphone. Et puis, en continuant de lire le mail, je suis tombé sur la ligne « Nous vous sollicitons pour une présentation de votre thèse sur le format de 180 secondes avec une seule diapositive ». Donc à ce moment-là, j'ai eu comme un blocage psychologique et je me suis dit que ça allait être quand même compliqué d'expliquer 4 ans de travail en 3 minutes. Déjà qu'une soutenance de 45 minutes, c'est assez rapide. Donc pour faire court, très court, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cryomicroscopie électronique, qui est une technique qui permet de résoudre des structures de protéines tridimensionnelles à des résolutions quasi atomiques. Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler de virus, parce que c'est bien pour ça qu'on est ici. Donc, moi, je n'ai pas travaillé sur le SARS-CoV-2, mais sur des Bunia-virus, qui sont en quelque sorte des virus très proches de la grippe, une sorte de cousin éloigné. Et donc, c'est des virus ARN négatifs segmentés qui constituent l'un des plus grands groupes de virus ARN existants. Et certains d'entre eux sont considérés comme des virus émergents. Donc, en Europe, on n'en entend que très peu parler, même s'ils sont répandus tout autour du globe. Et certains peuvent occasionner chez l'homme des fièvres hémorragiques ou des encéphalites, comme les virus Antan et la crosse. Donc, la thèse que j'ai effectuée visait à utiliser la cryomicroscopie électronique afin de caractériser l'organisation structurale de 2 protéines virales qui appartiennent au virus Antan et au virus la crosse. Donc, la première, c'est la nucléoprotéine qui recouvre et protège le génome viral en formant un assemblage hélicoïdal qu'on appelle nucléocapside et qui permet d'éviter d'activer la réponse immunitaire de la cellule infectée, mais également d'empêcher la dégradation du génome viral lorsqu'il est répliqué par la polymérase virale. Et du coup, vous l'avez deviné, notre deuxième protéine d'intérêt, c'était la polymérase virale, qui est en quelque sorte la tête pensante du virus et qui permet de répliquer et transcrire le génome viral. Apnée. Donc, grâce à la cryomicroscopie électronique, on a pu résoudre ces différentes structures, notamment la nucléocapside du virus d'Antan, qui nous a permis de comprendre l'organisation des nucléoprotéines, enfin les différentes interactions qui régissent cet assemblage et les interactions entre les nucléoprotéines et le génome viral. Et on a également pu résoudre donc la structure partielle de la polymérase du virus Antan, la structure complète de la polymérase du virus la crosse, ainsi que différents états intermédiaires qui résument, entre guillemets, la réplication et la transcription de cette enzyme quand elle est en train de danser, quoi. Donc, pour conclure, donc ces différentes structures nous ont permis de déterminer des zones clés qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces virus et on trouve en quelque sorte la porte au développement de nouvelles molécules antivirales parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours ni vaccin ni traitement contre une infection au Bunia virus. Et donc je vous remercie pour votre attention et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Donc la seconde présentation par Paul Basta, t'as enlevé la truc,
donc sur l'étude des défauts génétiques innés de l'immunité de l'interféron de type 1 à leur phénocopie auto-immune. Donc ça, c'est en visio. En fait, Paul est en garde, en réanimation pédiatrique. Donc il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il a repris son cursus médical. Et donc il nous a envoyé une petite vidéo qui est aussi ici. Hop. Et donc on l'écoute, j'espère qu'il y a du Bonjour son. à toutes et à tous, je m'appelle Paul, je suis très heureux d'être virtuellement avec vous aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là en présentiel à Strasbourg. Je suis actuellement en réanimation pédiatrique et c'était difficile de me libérer. Mais je voulais vous dire que je suis extrêmement honoré et que vous m'ayez accordé le prix de thèse sur les maladies infectieuses émergentes de la NRS, MIE et la Société française de virologie. Et je vous en remercie beaucoup. Je vais vous présenter en quelques minutes le résumé de ma thèse et du travail qu'on a fait avec énormément de monde en France et à l'étranger sur le Covid-19, mais qui s'applique également à beaucoup d'autres maladies infectieuses. Donc la question principale, c'est pourquoi est-ce que les gens meurent du Covid? Pourquoi est-ce que certaines personnes font des infections sévères? Et c'était déjà connu avec d'autres infections, avec la majorité d'entre elles en fait, que quand une population est infectée, la majorité des gens sont dans le groupe asymptomatique ou modéré, la partie à gauche. Donc leur réponse immunitaire est suffisante pour bloquer l'infection et pour éviter de développer une forme sévère. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait un petit nombre de patients qui faisaient des formes sévères, qui les amenaient en réanimation, voire qui causaient le décès. Et donc on a séquencé l'exome ou le génome de plusieurs milliers de patients, soit avec des formes asymptomatiques, soit avec des formes sévères. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit nombre de patients avec des formes sévères, entre 3 et 5%, qui avaient des défauts génétiques qui affectaient de la voie des interférons de type 1. Donc les interférons de type 1 sont vraiment la première barrière de défense contre les virus. Et chez ces patients-là, qui avaient soit un défaut de production, tous les défauts génétiques à gauche, soit un défaut de réponse à droite, notamment le défaut en IFNAR1, des patients qui ne répondent pas du tout, ils avaient une réplication virale plus élevée et une hyper-réponse inflammatoire secondaire à cette hyper-réplication virale. Et alors, de façon assez surprenante, on a également découvert que dans une proportion beaucoup plus importante, au moins 15 à 20% des gens, les patients de réanimation pouvaient avoir des auto-anticorps qui étaient préexistants à l'infection et qui neutralisaient les interférons, vraiment mimiquant les défauts génétiques. Cela causait un défaut de réponse interféron, une augmentation de la réplication virale et, in fine, la réaction sévère au SARS-CoV-2 et le décès, malheureusement. Donc, on a découvert que ces auto-anticorps étaient présents dans la population générale, augmentaient avec l'âge pour arriver à plus de 4% après 70 ans et pouvaient causer plus de 20% des formes critiques de réanimation des personnes les plus âgées et 20% des décès à cause du Covid-19. Je vous remercie beaucoup. J'espère pouvoir venir en présentiel la prochaine fois et je serai très heureux de discuter par email ou en direct la prochaine fois. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va accueillir la lauréate, une des deux lauréates du prix SFV Autres Virus. Ok, bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier tout le comité pour m'avoir attribué ce prix, pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail de recherche. C'est en virologie des poissons, ce qui n'est pas toujours très courant. Et je suis très honorée d'être là et d'être aujourd'hui parmi vous. On m'avait demandé également de présenter mon travail de recherche en 180 secondes avec une diapositive sous le format Ma thèse en 180 secondes, qui est un concours de vulgarisation scientifique. Ce qui était bien dans mon cas parce que j'ai participé à ce concours pendant mon doctorat, ce qui m'a permis d'aller jusqu'à la finale internationale francophone. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui de vous le présenter de façon vulgarisée. Alors, ça va être la première fois pour moi que je vais présenter mon projet MT 180 devant une assemblée de virologistes. Donc, je vous remercie de vous prêter au jeu et ça ne durera que 180 secondes. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Imaginez-vous dans la peau du personnage central de mon histoire. Vous êtes une anguille. Vous êtes un poisson pas comme les autres, et pour cause. Votre vie commence dans la mer des Sargasses, un lieu mystérieux au cœur du triangle des Bermudes. Un premier voyage transatlantique vous amène dans nos lacs et rivières d'Europe. Mais votre parcours est semé d'embûches.
Surpêche, barrage, maladie. Pas étonnant que vous soyez actuellement en voie critique d'extinction. Surtout quand on sait que ce même voyage sera à refaire en sens inverse pour vous reproduire. Au cours de votre périple, vous risquez de rencontrer le deuxième personnage de cette histoire, votre ennemi, un virus appelé Angulide herpesvirus. Actuellement, on sait peu de choses sur lui, mais ses effets peuvent être dramatiques. Après vous avoir infecté, il ne vous quittera plus. Et de temps à autre, il fragilisera votre santé ou vous empêchera de nager correctement. Mon rôle dans cette histoire est d'étudier ce virus, connaître votre ennemi pour mieux le combattre et parvenir au but de ma thèse, développer un vaccin qui vous protégera. Mais comment traquer cet ennemi microscopique lorsqu'on est dans l'inconnu, le noir complet? Ainsi intervient le troisième protagoniste, la luciole. Il nous fallait un allié, et la luciole, elle a un atout, la lumière. J'ai utilisé la lumière de la luciole pour révéler la présence du virus. Comment ? Dans notre laboratoire, j'ai produit un virus modifié génétiquement. J'ai emprunté le gène de la luciole qui lui permet de produire de la lumière et je l'ai intégré dans le génome du virus. Ainsi, chaque cellule ou partie du corps infectée par ce virus luciolisé devient luminescent, ce qui me permet de suivre et d'étudier le cheminement de ce virus au cours de l'infection. Grâce à cet outil, j'ai pu répondre à des questions fondamentales concernant l'infection virale, notamment comment le virus fait-il pour se transmettre d'une anguille à une autre. Pour cela, j'ai utilisé 2 types d'aquariums. Dans le premier, des anguilles infectées, malades, pouvaient côtoyer librement des anguilles saines, alors que dans l'autre, une cloison les séparait. Cette expérience m'a permis de découvrir que le virus se transmet rapidement par contact physique. Plus précisément, nous avons pu observer que ce sont les interactions sociales caractérisées par des morsures entre les anguilles qui favorisent une dissémination rapide de l'infection au sein de la population. Alors, très chères anguilles, avant la production du vaccin qui vous protégera, restez courtoises et portez le masque. Merci. Et encore bravo. Et donc maintenant, on va écouter la présentation de Serafima Kuseva qui n'est pas ici. Hello, my name is Serafima Guseva. I did my PhD under the supervision of Rob Ruigrok and Martin Blackledge in the Institute of Structural Biology, Grenoble, France, on measles virus replication machinery. Measles is a negative sense, a single-stranded RNA virus, and there are 3 proteins which are involved in the replication: nucleoprotein, phosphoprotein, and large protein. Nucleoprotein, together with viral genome, form helical capsids, which serve as a template for the large protein, RNA-dependent RNA polymerase. And phosphoprotein is an essential cofactor. During my PhD, I could show that nucleoprotein and phosphoprotein mixed together in vitro form droplets via liquid-liquid phase separation. Using fluorescence spectroscopy and NMR, we characterized biophysical features of these droplets and identified the domains and interaction between these proteins which are involved in the formation of droplets. We could also observe that RNA molecules are accumulated in such droplets, and nucleocapsid assembly is accelerated in the droplet in comparison to the dilute phase. Another question which I was trying to answer during my PhD is how measles virus is controlling the nucleocapsid assembly process. Nucleoprotein can be present in 2 forms: RNA-bound form, capsids, and RNA-free form when it's chaperoned with phosphoprotein. We could discover that phosphorylation of phosphoprotein activates the ability of nucleoprotein to interact with an RNA and trigger the initiation of nucleocapsid assembly. So phosphoprotein phosphorylation is actually a molecular switch which controls the initiation of nucleocapsid assembly process. In addition, during my PhD, I could participate in a project on SARS-CoV-2, which we started in our laboratory during the pandemics. I participated in the characterization of 2 proteins, nucleoprotein and non-structural protein free. We could also observe an interaction between these 2 proteins. And using NMR, we propose a molecular description of the dynamic complex between these proteins. Finally, I would like to thank both laboratories where I did my PhD,
Martin Blackledge and Rob Roygrove, my thesis supervisors, and SFB for honoring me with this award. Thank you for your attention. Et il nous reste donc le prix Renaud Mailleux, donc Élodie Couder, si elle est là. Oui. Bonjour à tous. D'abord, merci encore au jury. Je suis ravie d'avoir réussi à vous convaincre que les moustiques sont un modèle d'étude intrigant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'établissement de l'infection par le virus de la dengue dans des intestins de moustiques de type Aedes aegypti. Le virus de la dengue, c'est un arbovirus, c'est-à-dire que c'est un virus qui est transmis aux humains via des arthropodes, à savoir les moustiques de type Aedes aegypti. Et en fait, le cycle de transmission se passe de la façon suivante. On va avoir un être humain qui est virémique et infecté, sur lequel un moustique va venir se nourrir. Il va donc prendre un repas sanguin, et ce repas sanguin va se retrouver au niveau de son estomac, où il va être digéré. Et en fait, c'est l'estomac du moustique qui est un organe critique et déterminant dans l'établissement de l'infection chez le moustique. Et dans notre équipe, on s'est posé la question de savoir quels sont les déterminants moléculaires qui sont impliqués dans la détermination justement de l'établissement de l'infection au niveau de cet organe. Et pour ça, nous avons réalisé une expérience de transcriptomie qui est décrite ici. En fait, on a exposé des moustiques au virus de la dengue via un repas sanguin infectieux. Et quelques jours après l'infection, on a pu séparer ces moustiques en deux groupes. Ceux qu'on qualifie de susceptibles, où l'infection s'est effectivement établie, et ceux qui sont résistants. Et ensuite, on a réalisé de la transcriptomie sur ces intestins de moustiques de ces deux groupes. Et ça nous a permis d'identifier un certain nombre de gènes qui sont up-régulés en fait, dans les midguts que l'on qualifie de résistants. Et grâce à des expériences d'extinction de gènes, on a pu valider certains candidats qui sont des candidats donc, de facteurs antiviraux, l'un d'entre eux étant appelé P450-4G15. Et c'est sur celui-ci qu'on s'est concentré par la suite. Et pour essayer de comprendre comment il fonctionne pour réaliser sa fonction antivirale au niveau de l'intestin des moustiques, on s'est d'abord posé la question de sa localisation dans cet organe. Donc on a fait des immunomarquages. Ici, vous voyez un intestin de moustique en entier qui est marqué avec un anticorps contre cette protéine. Et on a pu voir que l'expression protéique dans cet organe de notre facteur antiviral est a priori uniforme dans tout cet organe. Et si on regarde au niveau subcellulaire, en fait, on a réalisé qu'il y avait une localisation qui était binaire selon les cellules. On a certaines cellules où le marquage est particulièrement nucléaire et d'autres où le marquage est plus diffus et dans le cytoplasme. Donc forcément, comme on travaille avec du virus, on s'est posé la question de si l'infection par le virus de la dengue était susceptible d'affecter cette localisation binaire. C'est ce qu'on a fait ici. On a exposé des moustiques à un repas soit non infectieux, soit infectés avec le virus de la dengue. Et on a regardé à différents temps post-infection ce qu'il en était au niveau de la localisation subcellulaire de notre facteur antiviral. On a fait une analyse quantitative de cette localisation. Ici, on a représenté les ratios du signal de notre facteur antiviral dans le noyau sur ce signal dans le cytoplasme. Et ce qu'on peut voir, c'est que entre la condition où les midguts moustiques sont non exposés et les conditions où ils ont été soit exposés au virus, soit infectés, on a en fait une différence notable. Donc ça signifie qu'a priori, la localisation de notre facteur antiviral est affectée lors de l'exposition au virus de la dengue. Ce qui nous embêtait cependant, c'est qu'on est particulièrement intéressé par les étapes très précoces de l'infection, à savoir les premières heures qui suivent l'exposition au virus. Or, à 24 heures ici, comme vous pouvez le constater, la technique d'immunomarquage n'est pas suffisamment sensible pour avoir des antigènes viraux qui peuvent être marqués par immunomarquage. Donc on s'est concentré sur une autre approche qui consiste en du RNA fiche, donc de l'hybridation d'ARN in situ. C'est ce que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est une coupe longitudinale d'un midgut de moustique en entier. Et on a pu marquer comme ça l'ARN, le brin réplicatif de la dengue que vous voyez en magenta ici, ainsi que l'ARN de notre facteur antiviral qu'on voit en jaune ici, ici par exemple. Et donc la question, c'était de savoir, est-ce que dans les cellules qui sont primo-infectées, est-ce qu'on a des niveaux d'ARN de notre facteur antiviral qui sont très différents ? Et d'après nos premières quantifications, a priori, ce n'est pas le cas. Il semblerait qu'on n'ait pas de corrélation entre les niveaux d'ARN de notre facteur antiviral et le statut d'infection des cellules de midgut. Donc, pour conclure rapidement, on a réussi à identifier un facteur antiviral qui est tout récent, qui agit précocement
lors de l'infection par le virus de la dengue dans les estomacs de moustiques. Il semblerait que la localisation de ce facteur soit potentiellement affectée par l'exposition au virus de la dengue. La question qui reste à expliquer, ça va être de savoir si dans les premières heures qui suivent l'infection, ce facteur antiviral est susceptible d'agir dans les premières 24 heures qui suivent l'infection. Donc on va probablement se concentrer ensuite sur l'étude de l'interactome de notre facteur antiviral pour essayer de comprendre un peu plus en détail comment il pourrait fonctionner et comment il module l'infection par le virus de la dengue dans cet organe de moustique. Je vous remercie pour votre attention. Encore bravo. Ok. Donc, voilà, on termine cette session. On va encore applaudir à tous les lauréats et remercier tous les gens qui ont évalué les posters et qui ont évalué...